Bonjour et bienvenue à la conversation Pensée demain entre Christine Marsan et Michel Bawen sur la thématique Comprendre les radicalisations, organisée par la Peer-to-Peer Foundation et Altercop et soutenue par Reconnaissance, notre soutien média. Bonjour Michel. Bonjour Christine, très content d'être avec toi pour cette conversation. Eh ben moi aussi, je te remercie. On s'est mis d'accord pour partager ensemble nos points de vue sur une radicalisation de la société qu'on observe et on a envie de faire une conversation sur ce sujet en présentant nos deux points de vue et en les dialoguant. Alors, pour nos auditeurs, peut-être déjà savoir qui tu es et qui je suis et peut-être je dis quelque chose de toi alors. Si tu veux. Alors, Michel Bawen, c'est un homme engagé qui s'est engagé notamment pour la compréhension des communs et donc chercher à comprendre qu'est-ce que c'est, théoriser sur les communs, mettre en pratique, faire des expériences concrètes sur le peer-to-peer et les communs et transmettre tous ces travaux-là, toutes ces recherches en mode Creative Commons pour que tout le monde puisse y avoir accès et que ça permette une diffusion large d'un autre mode de fonctionnement qui est à la fois une compréhension intellectuelle, politique, économique et pratique d'un monde d'après positif. Merci Christine. Alors moi je te connais comme tout d'abord comme quelqu'un qui met les gens ensemble, donc qui est une très bonne facilitatrice, qui travaille à la convergence des mouvements pour le changement. Et je trouve ça tout à fait utile. Et alors je te connais aussi comme quelqu'un qui apprend aux autres euh, comment coopérer. Donc une sorte de, voilà, avec ton Altercoop, ton école de la coopération. Donc des outils pour les gens qui veulent changer le monde et je trouve ça assez admirable. Donc voilà, je suis très content de te connaître, de travailler avec toi. J'apprécie aussi énormément ton travail sur les mutations et les transitions et je crois surtout là aussi le changement culturel que ça implique. Merci. Alors, je te propose que nous rentrions dans le vif de nos propos. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des radicalisations? Et je pense que tu as quelque chose à dire sur les causes. Quelles sont les causes, de ton point de vue, de cette radicalisation des propos? Oui, alors ça c'est évidemment quand même assez complexe, mais je crois que beaucoup de gens vont être d'accord, c'est qu'on est dans une crise multisystémique, c'est-à-dire c'est pas un aspect du système qui est en cause, c'est toute une série de systèmes interconnectés. Et donc essentiellement, il y a une crise sociale, c'est-à-dire une inégalité croissante qui a des effets tout à fait délétères sur la vie des gens. Et donc la crise mondiale qui a commencé en 2008, renforcée évidemment par la crise du Covid, sanitaire et économique. Euh, je dirais aussi évidemment, la crise écologique qui met en cause en fait la survie même de la planète et qui cause des anxiétés supplémentaires. Et je dirais en troisième lieu euh, que tout ça s'accompagne d'une fragmentation sociologique qui est quand même aussi un des effets des médias sociaux. Donc on n'est plus dans une société binaire entre la classe ouvrière et les bourgeois ou les luttes entre les athées, les gens, les croyants. On est aujourd'hui dans une vraie fragmentation et donc une perte de confiance dans les institutions, une insécurité réelle ou perçue et une perte d'identité, de repères. Donc je crois que pour finir, je dirais que quand on perd foi dans la société telle qu'elle était constituée, euh, quand il y a une insécurité identitaire, on va peut-être régresser vers un niveau qui n'est plus ni dans la nation ni universel, mais qui est vraiment un peu tribal, mais vue d'une façon négative. Et donc, si on est à droite, on va plutôt avoir une pensée ethno-nationaliste, religieuse fondamentaliste. Mais si on est à gauche,
on voit aujourd'hui que ça s'exprime dans le mouvement identitaire et dans ce focus sur la race, le genre et l'intersectionnalité. Merci. Quelle problématique est-ce que cela pose, selon toi? Euh, alors, je vais peut-être me focaliser. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup en tant que personne de gauche, c'est c'est quand même le mouvement identitaire. Dans les années 60-70, il y a eu l'émergence de mouvements identitaires qui est tout à fait légitime et nécessaire, c'est-à-dire le mouvement pour l'égalité des sexes, le mouvement pour l'égalité des droits civiques, donc le mouvement des Noirs américains en particulier, et le mouvement pour l'expression sexuelle, pour les droits des homosexuels, etc. Donc tout ça sont des mouvements qui ont étendu les droits civiques et c'était en fait le droit de faire partie de la société avec les mêmes droits, etc. Mais là, je crois qu'on est entré dans une phase où l'identitaire est devenu, à mon avis, beaucoup plus négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à mon avis, dans un néo-racialisme et un ségrégationnisme. Désolé pour les mots difficiles. Donc, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui des mouvements qui sont totalement focalisés sur leur identité de plus en plus fragmentée et qui ont inventé une sorte d'idéologie où il n'y a que de l'oppression, il n'y a que des oppresseurs et des opprimés, il n'y a que du pouvoir, il n'y a plus d'universel, donc il y a plus question de communalité, d'universalité des luttes, mais plutôt où chaque groupe se conduit euh, en tant que groupe séparé et dans une vision, je dirais, de rareté des ressources. Donc forcément, ça doit venir des autres. Euh, voilà, quelques aspects. On peut peut-être aller entre plus de détails, mais peut-être que toi, tu commences peut-être aussi à donner ton avis par rapport aux causes de ces radicalisations. Alors, si je pars de mon constat à moi, donc c'est le même constat, hein, de voir que le monde se radicalise, que tout est sujet à être pour ou contre. Donc, on est pour les Noirs et contre les Blancs, ou pour les Blancs et contre, enfin, toujours pour les uns ou les autres. En t'écoutant, ça me fait penser c'est comme si on passait des luttes sociales aux luttes ethniques et communautaires. En fait, il y a un glissement des Oui. luttes opposées avant en termes de classe sociale, et aujourd'hui, ça s'oppose en termes de communauté, de genre, de sexe, de couleur, de nationalité, de tout ce qu'on veut. Et de classe sociale aussi, mais en plus. Donc, tout est sujet à opposition et je me suis dit, de quoi est-ce que c'est le symptôme? Quel avantage il y a à cliver? Et donc, de quoi c'est le symptôme? Pour moi, ça serait face à la complexité. C'est tellement difficile d'embrasser le niveau de complexité qu'on a co-créé parce que ça implique d'avoir développé des capacités à la fois cognitives et émotionnelles pour arriver à comprendre. Et donc, c'est tellement exigeant qu'il est beaucoup plus facile de redescendre en simplifiant. Et en simplifiant, c'est en opposant. C'est beaucoup plus facile de trouver une solution en disant on va être pour les blancs contre les blancs, pour les noirs contre les noirs, que de se dire et si on essayait de composer avec les blancs, les noirs, les jaunes et autre chose, et qu'est-ce qu'il y aurait de supra? Mais pour ça, ça veut dire arriver à identifier et comprendre la complexité de tout ce qui se joue sur un territoire avec la représentation de personnes différentes. Et je reprends, des personnes différentes en termes de social, en termes d'ethnie, en termes d'origine, en termes d'histoire, de culture, de genre, etc. Donc on voit bien tout ce que ça implique et qu'on peut être, en tant qu'individu, partie prenante de différentes choses. Donc pour moi, il y a ce premier point. Face à cette complexité, il y a une régression. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a ça, hein, en termes de changement de paradigme. Quand on passe d'un paradigme à un autre, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, on va dire
occidental, mais comme ce modèle s'est étendu à la planète, on va dire maintenant qu'il est quand même mondial, on ne fait que monter en complexité d'organisation, de structuration politique, de toute forme d'organisation sociale. Et à chaque niveau de complexité, ça implique des compétences cognitives et émotionnelles pour suivre. Et on ne les a pas forcément tous de manière équivalente. Donc, première chose pour moi, c'est un retour en arrière, c'est-à-dire une régression par rapport au niveau de conscience où on était arrivé, on va dire, jusque dans les années 90 à peu près. On était arrivé à une Oui. régression. Il y a quelque chose de l'ordre d'une régression. Nos États, nos gouvernants d'État deviennent de plus en plus conservateurs et la population se clive. Et le point d'orgue, pour te relaisser la parole ensuite, le point d'orgue ayant été fait avec les États-Unis, où on a eu donc Obama pendant 2 mandatures, suivi de Trump. Donc ça veut dire qu'en gros, on a un premier président américain noir, et évidemment, ça n'est pas parlé, cette question-là. Elle est là, mais elle n'est pas parlée. Donc ça veut dire que d'un côté, pour les uns, c'est l'avènement d'une personne qui illustre qu'on peut sortir de l'esclavage et aller jusqu'à la présidence de l'État. Donc c'est formidable comme émancipation. Et de l'autre Oui. côté, toute la population blanche locale, enfin pas toute, mais une partie, on va dire, hein, les plus radicaux, qui évidemment vivent ça très mal. Il n'y a pas de mots là-dessus, puisqu'en fait, il n'y a aucun État sur la planète qui a trouvé les modalités pour parler son histoire. Donc on agit, on réagit à nos histoires, mais on ne les parle pas, les histoires collectivement, et notamment tout ce qui est sous le tapis. Arrive Trump, avec sa manière tout à fait particulière d'être, qui s'est mis dans une logique très médiatique, enfin médiatique au sens de télé-réalité, qui, pour avoir un maximum d'audimat, a trouvé, via les tweets et le reste, le moyen de cliver toute la société. Comme le premier président de la République de l'État, qui est le premier État du monde pour l'instant, a montré l'exemple de on peut dire n'importe quoi, on peut insulter tout le monde, il ne se passe rien, on a raison, et en plus on a le pouvoir grâce à ça, on a fait faire une régression à l'ensemble de la société en montrant qu'on peut être le mâle alpha qui va critiquer les femmes, le blanc contre les noirs, etc. Donc pour moi, ça participe à ces éléments. Et la troisième chose qui me semble se rajouter là-dessus, c'est le fait que ça nous amène du coup à un totalitarisme politico-technologique avec le Covid qui s'est rajouté à cette problématique. Donc on rajoute l'angoisse sur la santé, on crée une pandémie mondiale de peur, et alors ça, quand on descend au plus bas niveau des archaïsmes humains, on va générer les réponses les plus archaïques de violence et de virulence, et donc des uns contre les autres. Je te repasse la parole peut-être. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi, sauf que je voudrais peut-être un peu nuancer parce que moi, je crois que Obama a quand même fait des erreurs. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise de 2008 et que lui a repris le flambeau, il a quand même très clairement choisi Wall Street. Et donc, il a sauvé le système financier, mais le prix a été payé par la classe ouvrière, mais aussi l'élite montante des minorités. Je note que 8 millions d'électeurs de Trump avaient voté pour Obama. Donc, ce n'était pas des racistes a priori, c'est des gens qui étaient tout à fait prêts à voter pour un président noir, mais qui se sont sentis lésés économiquement. Donc, il y a eu, par exemple, une perte de propriété dans les minorités qui était énorme sous Obama. Donc, beaucoup de personnes noires ont perdu leur maison et surtout aussi une fermeture, je dirais, de pouvoir se projeter dans l'avenir pour les gens qui ont étudié. Donc, il y a une énorme précarité dans les classes cognitives et qui a particulièrement affecté les gens des minorités. Donc, il y a un problème de classe aussi, à mon avis, qui a joué, mais qui alors s'est traduit justement, comme tu as dit, non pas dans ce clivage classique, mais dans un clivage qui est devenu un clivage ethnique. Alors, je raisonne aussi avec toi, c'est par rapport à ton analyse de la régression, parce qu'il y a ces deux personnes que je trouve intéressantes à mentionner. C'est d'abord David Chapman, qui est un bouddhiste qui est un adepte de ce qu'on appelle la théorie intégrale. Et il a une théorie qui me paraît assez juste, c'est-à-dire que il dit pour lui, on est
dans un chiffre nécessaire de la rationalité à la métarationalité, c'est-à-dire de pouvoir utiliser plusieurs formes de rationalité dans un contexte approprié. Et donc là, il y a quand même un problème qui est très fort aujourd'hui dans les sciences sociales et humaines aux États-Unis. Donc, c'est des jeunes gens qui sont à peine, je dirais, dans une capacité rationnelle, parce que aujourd'hui, dans les écoles, on n'apprend plus l'histoire, la géographie, donc ils ont vraiment un manque à se situer culturellement, etc. Et qui arrivent dans des universités qui sont complètement dominées par encore la déconstruction. Donc, on va déconstruire quelque chose qu'on n'a pas. Alors que Derrida, Foucault, c'est quand même des gens qui étaient très, très ancrés dans la pensée classique, donc il pouvait la critiquer puisqu'il la connaissait. Et là, on entre tout de suite, donc cette génération entre tout de suite dans la critique et dans la déconstruction. Et donc, pour Shachtman, c'est quelque chose qui bloque vraiment cette... et on voit très bien que ces mouvements identitaires sont très fortement dominés par un public particulier qui sort des universités. Donc ça, c'est très marquant par rapport à la sociologie aujourd'hui des protestataires. Alors peut-être encore pensionner Jonathan Haidt, qui a écrit un livre qui s'appelle The Coddling of the American Mind. Et donc il décrit tout ce qui est décrit comme négatif, comme procédé psychologique dans les thérapies cognitives behavioristes. Par exemple, prêter l'intention à quelqu'un. Donc en fait, je te parle, je n'ai aucune idée de ton intention. Je peux pas présumer de ton intention. Je peux simplement écouter ce que tu dis. Et dans ces mouvements, c'est exactement ce qu'on fait, c'est on te prête toujours des intentions. On ajoute toujours cette couche, tu dis ça parce que. Donc si tu es blanc, si tu parles comme ça, c'est parce que tu veux défendre tes privilèges. Voilà. Et voilà, donc ces deux éléments simplement pour insister qu'il y a là vraiment une sorte à mon avis, de régression psychologique. Alors, il y a aussi un élément que Jonathan Haidt raconte dans son livre. Donc, avant, quand un professeur parlait dans une classe universitaire, donc il devait faire attention, disons, ne pas choquer la moyenne. Donc, il y avait une sorte d'entendement dont les professeurs ne devaient pas entrer dans une provocation à outrance qui choquerait tous ces étudiants. Or, aujourd'hui, je veux dire en anglais, donc c'est the most sensitive person. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui se sente attaquée ou critiquée et a le pouvoir de déterminer la limite de l'expression de la pensée. Et quand on va aux États-Unis, ce que j'ai fait plusieurs fois, on va dans les toilettes et tout, et dans les couloirs des universités, des appels à la délation continue par rapport à des pensées qui sont interdites en fait. Voilà. Alors je voudrais quand même revenir, si tu me permets, sur quelques critiques parce que c'est important, parce que souvent ces mouvements sont considérés comme des mouvements de gauche. Et donc je vais simplement revoir très en vitesse des éléments qui sont vraiment problématiques. Alors premièrement, ça je l'ai déjà dit, c'est un rejet de l'universalisme. Et ça c'est important parce que par exemple, même les Black Panthers américains, qui étaient quand même très très radical et qui avaient un fédéralisme communautaire, c'était toujours dans une vision de l'émancipation de toute l'humanité. Donc c'était en fait, c'était pour transcender la race, que tous les gens de toutes les couleurs, de toutes les religions pouvaient avoir les mêmes possibilités. Deuxième point qui est, alors oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est très flagrant dans ces mouvements, c'est vraiment une demande de racialisation complète de la société. Donc, par exemple, à Louisville, le mouvement demande que dans toute la ville, 23% de tous les jobs soient réservés pour les minorités noires. Donc, c'est vraiment des quotas pour tout. Donc, on est jugé par rapport à son appartenance raciale. Et les gens qui ont peut-être pu voir ce qui s'est passé à Evergreen State College en 2017, où il y a une grande
perturbations dans la vie universitaire, on voit que vraiment il y a une allocation par rapport à ça, c'est-à-dire le droit à la parole, hein, on appelle ça de progressive stack, est déterminé par les éléments biologiques du genre, de race des personnes, et donc il y a une priorité qui s'établit, qui est le contraire de ce qui pense être l'hierarchie aujourd'hui. Donc il y a un rejet de l'égalitarisme et il y a en fait une sorte de hiérarchie. Donc ça s'appelle en anglais standpoint epistemology, c'est une sorte de vision gnostique. Donc la connaissance du monde augmente par rapport à son oppression. Donc au plus qu'on a une intersection d'oppression, de plus on connaît le monde, et donc de plus on a le droit à la parole. On a une sorte d'entendement que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on voit toujours tais-toi, écoute-moi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors merci parce qu'avec les éléments que tu as dit, ça permet l'intersection et que c'est des choses que je voulais partager aussi. Quand tu parles de la difficulté pour certains étudiants de rentrer dans la logique de déconstruction et de critique de la pensée par manque de culture préalable, ça me fait penser à ce que Pierre Rabhi dit quand il parle de hors-sol. Mais là, c'est simplement au niveau symbolique et intellectuel. Et c'est vrai que si on n'a pas les bases, c'est fort difficile d'avoir un avis sur quelque chose et de déconstruire quelque chose qu'on n'a pas. Et cette question de hors-sol, on l'a dans tous les niveaux. Et là, il est au niveau intellectuel. Et les réseaux sociaux ont une qualité extraordinaire de pouvoir véhiculer beaucoup de choses en peu de temps. En revanche, pour l'auditeur ou téléspectateur, ou la personne va piocher en fait. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans un partage de savoir académique, il y avait toute une construction d'un savoir qui permettait d'arriver quelque part, que ce soit licence, maîtrise, enfin maintenant on dit master, jusqu'au doctorat, où en fait là, il y avait tout un arbre de connaissances qui était fait sur une discipline ou plusieurs, qui permettait en effet d'acquérir un esprit critique sur une discipline parce qu'on avait les bases. Alors je suis la première à trouver intéressant de sortir de la dépendance maître-disciple et d'être dans un niveau d'autonomisation et d'indépendance personnelle. Je trouve ça très chouette comme élan. En revanche, la question, c'est comment on reconstruit son arbre de connaissances pour ne pas, comme tu viens de le mentionner, déconstruire quelque chose sans avoir les bases de ce qui convient là. Par exemple, quand tu parles d'universalisme, si c'est réduit par une compréhension racisée comme étant un concept blanc, alors qu'on a cherché avec les droits de l'homme à faire quelque chose qui permettait d'avoir des droits partout sur la planète pour l'ensemble de l'humanité, pour accéder à une équivalence de droits, là, il y a un glissement qui est vraiment très, très préjudiciable, que ce soit pour la pensée comme pour les droits, et ne parlons pas de la rencontre avec les autres. Ça, c'était un point sur lequel j'avais envie de revenir. Le deuxième, quand tu parles de cette critique sur les pratiques behavioristes, moi j'avais envie de parler de la notion de manipulation. Et donc, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'en faisant tous ces raccourcis, à la fois en surfant et à la fois en ne faisant que partager un contenu sans l'avoir lu, en likant quelque chose au bout de 10 secondes, moi je le vois sur des articles, des gens likent en 10 secondes, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir lu, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans des biais cognitifs. C'est-à-dire que si tu postes quelque chose parce que je te donne du crédit, alors je vais le partager. Ou alors, je vais le partager parce que j'ai besoin de reconnaissance. Ou alors, je vais le partager parce que j'ai besoin d'appartenir à tel ou tel groupe. Et ça, ce ne sont pas de bonnes motivations pour arriver à se faire une opinion. Et donc, l'idée, c'est plutôt, je lis ce que tu écris ou ce qu'écrit le voisin, etc. Je m'en fais une opinion et à partir du moment où je véhicule. Donc, la base de la communication de manipulation ou d'influence, comment en sortir, c'est en validant les sources, en croisant les sources, en analysant ce qu'on a obtenu pour se faire une opinion. Et là, on revient exactement au propos d'avant, c'est-à-dire que pour avoir le réflexe
de croiser des sources. Encore faut-il savoir quelle est la construction de l'arbre de connaissances. Quelles sont les bonnes sources? On voit qu'avec Google, il suffit de taper quelque chose et ça va être la récurrence, les algorithmes et ceux qui payent leur référencement qui vont faire monter leur référence en haut de la page. Mais rien ne dit que c'est la meilleure source au niveau de sa fiabilité. Ce qui amène un autre problème, et j'en citerai que deux parce que sinon on en citerait trop, mais sur les questions de manipulation et d'influence, on a un autre problème aussi qui est qu'il y a un mélange entre la véracité, le fait d'être vrai, qu'un argument soit vrai, ou est-ce qu'il est crédible. Et là, c'est la porte ouverte au complotisme qui fait que on a plus envie de croire quelque chose parce que ça va être spectaculaire, parce que ça va nous toucher émotionnellement, plutôt que parce que c'est vrai. Et parfois, la vérité, elle dérange parce qu'elle ne correspond pas à ce que j'ai envie de croire. Et donc, ces mécanismes cognitifs qui font que, est-ce que je vais mettre de l'énergie pour chercher la vérité ou est-ce que je vais plutôt avoir envie de croire en quelque chose? Et là, je reviens sur le lien entre une information et une personne. C'est-à-dire que si tu véhicules quelque chose que je te donne de la légitimité, je vais en déduire que tu es crédible sans forcément vérifier que c'est vrai. Et donc cet amalgame entre vérité et crédibilité nous fait véhiculer des informations parce qu'on a envie d'y croire. Et donc ça biaise aussi les informations qui, elles aussi, portent un problème, un préjudice à la qualité de l'information que l'on reçoit et à l'esprit critique. Et je finis avec un dernier point. Quand tu disais attention aux préjugés, c'est parce que tu es qui tu es que je vais te coller un présupposé. Et là, une manière de distinguer l'influence de la manipulation, c'est l'intention. C'est-à-dire que si nous clarifions notre intention, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a envie de partager les raisons pour lesquelles on pense qu'il y a des radicalisations, quels sont les impacts, les dangers, et aller jusqu'aux solutions, notre intention, elle est celle-là. Donc après, les gens qui nous écoutent, ils ont envie de nous croire ou pas, ça c'est leur problème, mais en tout cas, l'intention est claire. Par contre, si on ne clarifie pas son intention, on peut tout à fait utiliser les mécanismes qu'on a cités précédemment pour influencer des gens pour aller dans un sens qui pourrait leur être nuisible ou être nuisible à un autre groupe d'individus. Oui. Alors, je vais peut-être ajouter quelques mots à ce que tu as dit. Donc, donc quand on étudie qui est le plus susceptible à ce genre d'identitarisme nouveau, c'est la génération qui a grandi avec les médias sociaux. C'est pas la génération, les millénials qui sont grandis avec Internet, c'est ceux qui sont grandis avec Facebook, Instagram, etc. Et dont l'identité dépend énormément de l'autre dans les médias sociaux. Donc ils sont hypersensibles à la façon dont ils sont vus et reçus dans cette communauté. Ce qui veut dire qu'ils sont très susceptibles à la pression du groupe parce que leur identité dépend de cette acceptation. Et énormément de dynamiques qu'on trouve dans ces mouvements sont des dynamiques de crowds, comme on dit en anglais, et mobs. Donc c'est vraiment c'est pas des individus, c'est des gens qui sont en meute en fait et qui attaquent, critiquent des personnes particulières dans ce qu'on appelle la culture de la cancellation. Donc c'est toujours très fort des groupes. Et alors au niveau de ce que tu as dit, donc on parlait de quelques années des filter bubbles, c'est-à-dire que les algorithmes de Google et Facebook et YouTube, etc., sont personnalisés. Et donc ça veut dire qu'on va recevoir des choses qui vont renforcer nos biais, nos propres biais. Mais je crois maintenant on a un stade supérieur de ça, c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment un refus de l'autre. Donc c'est non seulement c'est involontaire, c'est devenu volontaire. C'est-à-dire que moi je vois ça tous les jours parce que je suis un curateur digital, où les gens me disent ah non mais ça tu peux pas partager parce que. Et ce n'est ni l'argument qui compte, c'est la source. Donc aujourd'hui, chaque groupe a des sources suspectes et que moi j'essaie d'être pluraliste, donc j'ai les interdits de plusieurs groupes qui commencent à s'accumuler. Et il y a une étude, maintenant j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Peter Lindbergh, Culture
2.0 qui identifie aux États-Unis, je crois, 32 groupes mémétiques qui ont une certaine consistance idéologique, mais qui sont vraiment fragmentés. Donc ça, c'est très important. Donc je vais peut-être reprendre les points que je voulais discuter, et ce que je voulais encore dire, c'est ce que je ressens, moi, c'est une sorte de renversement des profils gauche-droite, Mhm. surtout au niveau psychologique. Donc pour moi, quelqu'un qui était de droite, c'était quelqu'un qui était plus dans la peur, qui était plus dans une sorte d'identité, et donc qui lisait beaucoup moins, de façon moins pluraliste que quelqu'un de gauche qui était dans l'espoir. Donc quand moi j'étais jeune, c'était la droite qui poussait pour la censure, c'est la droite qui voulait interdire des films. C'était les catholiques qui manifestaient contre certains documentaires dans les cinémas. Or aujourd'hui, on voit que c'est des gens de gauche qui font ça, c'est-à-dire c'est des gens de gauche qui veulent interdire un documentaire féministe parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le contenu euh, de ce film, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un renversement. Par exemple aussi aujourd'hui, enfin, quand moi j'étais jeune, donc là, être de gauche, c'était être pour le droit à la parole, donc on se battait, hein, le Free Speech Movement à Berkeley, etc., on se battait pour ça. Aujourd'hui, le mouvement de ce qu'on appelle en anglais deplatforming, c'est des gens de gauche qui ne veulent pas, et qui veulent pas inviter dans leur classe à l'université des gens qui pensent différemment. Et il faut pas se tromper, c'est pas des gens de droite qui sont la principale victime de ces campagnes, ce sont des gens de gauche qui sont pas d'accord avec eux. Hein, donc, ce sont des sociodémocrates, des féministes radicales, etc., etc. Donc, ça, c'est important. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle parce que pour quelqu'un comme moi et peut-être comme toi aussi, on a toujours été assez très critique par rapport à la civilisation occidentale, mais on a toujours, enfin, moi, je crois qu'on doit l'avoir comme une tradition contradictoire. Donc, il y a l'esclavagisme, mais aussi l'abolition de l'esclavage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les droits universels, ils n'ont peut-être pas été toujours suivis, mais c'est aussi quand même quelque chose qui vient de notre civilisation. Donc, cette idée d'égalitarisme, d'avoir des droits égaux pour tous les citoyens, c'est quelque chose qui est aussi un produit. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être autocritique par sa propre civilisation, mais pas nécessairement non plus, et dans une opposition totale et acritique. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de passer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une diabolisation de tout ce que l'Occident a produit, ce qui implique que tout ce qui n'est pas occidental est forcément positif. Alors, et donc, par exemple, si on adhère encore à l'analyse de classe, ce que moi je fais, donc pour moi, l'exploitation, elle ne commence pas il y a 400 ans. L'exploitation, elle commence au moins il y a 2 3 000, voire 5 000 ans. C'est-à-dire c'est l'invention des systèmes de classe. Donc, être simplement contre la forme d'exploitation actuelle, c'est pas suffisant, parce que ça veut dire qu'on on est forcément d'accord avec une autre forme d'exploitation. Donc ça, tout ça, ça m'interpelle tout à fait. Alors, je voudrais encore dire une chose avant de te redonner la parole. C'est cette vision qui vient originellement de Foucault et qui était, dans son contexte, tout à fait modéré et intéressant, c'est de voir tout comme pouvoir. Donc, c'est-à-dire, et ça a un effet de dépersonnalisation, c'est-à-dire que si on considère que toutes les personnes partent de leur pouvoir, ça veut dire que tout ce qu'une personne blanche va dire est une défense de son pouvoir. Tout ce qu'une femme blanche va dire contre une femme noire, c'est une expression de son pouvoir. Et ça dépersonnalise parce que je ne suis plus un individu qui peut parler librement de mes pensées avec mes intentions, mon bon vouloir, mon mauvais vouloir. Non, je suis en fait qu'une projection de mon groupe. Donc tout ce que je dis est suspect de fait de la couleur de ma peau, de mon sexe, etc., etc. Alors ce que ça donne, alors à contrario, c'est que si tu es au pouvoir, la seule façon de s'y libérer, c'est de prendre totalement le pouvoir aussi. Et donc, c'est quand même là aussi des mouvements qui sont très, très forts basés sur ça, donc sur
le renversement de pouvoir dans une nouvelle hiérarchie. Et donc là aussi, pour moi, c'est pas dans la tradition de l'émancipation de tous, c'est un renversement. Pour te donner un exemple, donc les Mamelouks, qui étaient la classe dirigeante en Égypte, je crois au XVe siècle, si je me trompe, c'était des anciens esclaves qui avaient pris le pouvoir en Égypte et qui devenaient l'élite. Mais ils ont maintenu l'esclavage. Donc ça, c'est très important pour moi. Est-ce qu'on lutte pour que tous les hommes, dans le sens humain, soient égaux, ou est-ce qu'on lutte parce que nous, on est en dessous et on veut être en haut? Et ça, je crois que c'est très important comme différence. Et je crois que ce mouvement-là adhère à cette seconde position. C'est pour ça que je voulais reformuler ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il y a vraiment un point, un nœud très important à comprendre de ce que nous vivons. Tu as mentionné tout à l'heure le fait qu'il y a une rupture de l'ascenseur social. Et notamment, tu le citais quand on parlait de Trump et d'Obama. En fait, le modèle occidental s'est construit sur la promesse du progrès technologique et social, entre autres. Comme tu l'as dit, Obama a fait un choix par rapport à la crise qui a eu, en fait, entraîné une paupérisation d'une certaine partie de la population aux États-Unis, notamment les plus précaires et notamment les communautés peut-être plus noires que blanches, quoique. En fait, d'arriver dans une société qui passe son temps à s'afficher dans un progrès permanent et faire la rupture de la promesse de l'ascension sociale, c'est une extrême violence. Parce qu'on a partout les biens de consommation qui viennent dire tu ne peux y accéder que si tu as de l'argent et donc si tu t'es élevé dans l'ascenseur social. Et avec cette rupture-là, en fait, on a un déplacement. On passe d'un ascenseur social qui est bloqué vers une lutte qui ne peut plus être que sur la question de la classe sociale, puisqu'il y a rupture. Elle va donc se déporter ailleurs, qui va être sur l'ethnicisation, sur les communautarismes de toutes sortes. Donc ça me paraît vraiment important parce que c'est en ça qu'effectivement ça fait régresser. Parce que si tu ne peux plus aller vers le haut avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire que tu vas imaginer que tu vas aller vers plus d'égalité, vers plus de droits, vers plus de free speech, comme tu dis, donc de capacité à pouvoir s'exprimer, etc. C'est comme si tout était dans ce bain-là. Et donc, si tu as plus accès, tu redescends et tu redescends dans une logique de jungle, de meute, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on observe, on le voit, on est en train de voir de plus en plus d'événements dans différents pays où les luttes deviennent tribales, deviennent virulentes comme pas possible. Il y avait une bataille à Étampes de deux groupes de banlieues qui se sont affrontés. On va avoir de plus en plus ça parce qu'il y a une grosse régression. Et donc, quand les groupes sociaux n'ont plus de futur, parce qu'avec le Covid, ça a fait descendre notre pays, par exemple en France, on est passé de 5e économie mondiale à 10e économie mondiale en quelques mois. Donc, quand il y a une rupture, un décrochage fort comme ça, on va se retrouver tous dans la lutte des uns contre les autres, de tous contre tous. Et là, on revient à ce que disait Hobbes, sans prendre le contexte, juste l'expression, de l'homme est un loup pour l'homme, parce que justement, les loups seraient peut-être plus enseignants que nous, et c'est une autre histoire. Ce qu'il voulait dire, c'est que si on ne peut plus être dans un état de culture, on revient dans un état de nature, mais dans sa version négative, c'est-à-dire dans la version barbare de la nature. Et donc ça, c'est vraiment un problème, parce qu'effectivement, comme tu le disais, là je raccroche sur le deuxième point de vue, qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui? C'est que tout se radicalise et tout est une opposition. Tout le monde s'oppose à tout le monde. Mais comme tu disais, non plus de Michel Bauwens à Christine Marsan, mais d'un homme blanc contre une femme blanche. Et donc, il y a un amalgame entre un individu et un groupe. Du coup, ça donne quelque chose d'assez indifférencié et ça donne des amalgames, ce qui est aussi un mécanisme de la manipulation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des vrais arguments à partir desquels on peut discuter, et de t'écouter dans ta complexité de construction identitaire comme de la mienne, je vais aller projeter quelque chose qui va résumer et limiter à homme blanc ou à je ne sais pas quoi d'autre. Et du coup, je vais t'amalgamer à quelque chose. Et du coup, il n'y a plus, et c'est ça pour moi le nœud du problème, nous ne sommes plus dans une altérité qui discute, il n'y a plus d'appétence à la rencontre de l'autre dans toute sa diversité et sa richesse. On régresse à la violence, et la violence, c'est je t'élimine parce que tu me gênes.
Et là, on a un danger majeur parce que plus on va mettre cette régression sociale, ajoutée à une pandémie de peur, ajoutée à des mécanismes de violence et de bouc émissaire, et là, on fait de l'explosion sociale partout et on n'est pas du tout dans la construction. Donc, on peut imaginer que c'est un temps intermédiaire, un temps entre deux paradigmes et que c'est ces moments de déconstruction, tout se casse la figure, il y a le chaos, les turbulences et donc ça n'est que passager. Néanmoins, on voit bien le lien qu'il y a avec, moi j'avais déjà écrit sur l'histoire des années 30, où on voit qu'on a eu une architecture entre une crise de 1929, un appauvrissement, une paupérisation et un fascisme, la Deuxième Guerre mondiale et la suite. Donc j'arrête là pour que tu puisses rebondir, parce que je pense que je suis sur des catégories qui t'intéressent et sur lesquelles tu as des choses à dire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que il y a une notion dans la psychanalyse que je trouve intéressante, c'est régression dans le service de l'ego. Donc, il y a des moments en thérapie où parfois il faut redescendre vers des états d'être plus primitifs pour pouvoir se reconstruire. Et dans le meilleur des cas, c'est ça qui se passe. Euh, dans le meilleur des cas, on pourrait dire que voilà. Et c'est vrai que des auteurs que j'ai pu lire, comme Peter Pogani et d'autres, donc qui parlent de transition chaotique, ils disent tous que donc quand on change d'une forme de civilisation vers une autre, c'est des vraies mutations de conscience. Mhm. Non, moi, je vais prendre l'exemple, c'est des chrétiens. Donc, d'une certaine façon, par rapport à la haute philosophie païenne, c'est clair que, dans un certain sens, les chrétiens étaient d'une certaine façon régressifs par rapport à la pensée. Ils ont fermé les académies, ils ont cassé les statues, ils ont détruit les temples. Donc, c'était un moment régressif. Après, ça s'est remis et c'est devenu une grande civilisation avec ses propres revers et qualités. Et je crois qu'il y a un parallèle qui m'intéresse parce que, bon, là, j'étais en train de lire Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. Entre les lignes, ce qui m'avait frappé, c'est l'énorme haine de soi qui était dominant chez les chrétiens de l'époque. Donc, ils haïssaient leur corps, ils haïssaient le soi, l'ego, tout ça était négatif. Et le beau s'était projeté dans la croyance et après la vie. Et on peut quand même expliquer ça d'une certaine façon parce que dans 2-3 siècles, ces gens ont vécu une régression sociétale. Et je crois que ces générations, déjà depuis 1980, il y a de plus en plus une fermeture du futur et un monde qui clairement est en train de se désagréger. Donc ça, je crois que c'est une énorme euh, cause aussi de ces phénomènes. Et donc pour moi, le fascisme, c'est ça quelque chose de particulier, c'est que ça ne vient jamais des classes ascendantes, mais des classes descendantes. Donc les classes ascendantes comme le prolétariat au 19e siècle, ils pouvaient se projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien, et en acquérant du pouvoir, en s'auto-organisant, ils pouvaient espérer de redistribuer donc d'une façon positive et d'avoir une meilleure qualité de vie dans le futur. Or, ce qui nourrit le fascisme, c'est les gens qui descendent. Et donc, je crains que ces mouvements aujourd'hui sont très fort déterminés par cette descente. Et donc, même s'il y a une sorte de généalogie historique qui les place à l'origine dans des mouvements de gauche, que la psychologie est plutôt et alors, j'ose presque pas le dire, mais quand on met un groupe racial et genré comme la cause de tous les maux, ça ressemble quand même énormément au bouc émissaire. Et donc, qui était dans le fascisme, c'était les Juifs. Et donc, je trouve ça extrêmement dangereux de, de concentrer le mal comme ça dans des catégories. Et c'est aussi une souffrance pour les gens du groupe, hein, parce que c'est pas simplement donc les gens qui se croient opprimés qui deviennent agressifs contre des gens qui voient comme leur oppresseur. C'est aussi une obligation de penser d'une façon groupale à l'intérieur du groupe.
C'est-à-dire, un des reproches qu'on entend le plus souvent dans ces mouvements, c'est oui, mais t'es pas vraiment noir. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que tu penses pas comme eux. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment une obligation d'accepter des goûts de groupe. Donc, c'est quelque chose qui va contre l'individuation de la personne, que je trouve aussi très problématique. Peut-être aussi un élément que j'aimerais bien apporter au niveau de cette dynamique gauche-droite, c'est l'idée qui vient d'un côté de Piketty et d'Emmanuel Todd. Je crois qu'ils sont assez d'accord sur cette analyse. Je trouve ça assez important. Donc avant, la gauche était le parti de la classe ouvrière, donc qui représentait la majorité de la population, qui à l'époque c'était bien plus que la moitié de la population. Et la droite défendait les intérêts de l'élite et des propriétaires. Depuis les années 80, en France, on pourrait dire depuis 83, l'électorat de la gauche s'est déplacé vers la classe cognitive dans les villes. Aussi bien les riches que les pauvres, les personnes éduquées ont commencé à voter à gauche. Et petit à petit, les gens qui n'avaient pas d'éducation, donc ceux qui restent des travailleurs, a commencé à voter pour la droite populiste. Et moi, je crois que donc, le grand danger aujourd'hui, c'est-à-dire que la gauche devient un parti des minorités, donc elle devient culturelle. C'est ce qu'on appelle en anglais les culture wars. Donc on se profile par rapport à des différences culturelles. Et donc on va voir le travailleur blanc qui est plutôt conservateur comme l'ennemi. Et le populisme de droite, c'est pour moi une alliance entre ce qui reste de la classe ouvrière et du peuple, avec une partie de la classe marchande plutôt nationaliste, et qui, de plus en plus de pays, crée des majorités, ou en tout cas des fortes minorités au niveau électoral. Et là, ce qui est très intéressant quand même à savoir, c'est que les études montrent, par exemple aux États-Unis avec les gens qui ont voté pour Trump, que leur peur de la culture identitaire était le deuxième facteur le plus important dans leur vote, dans leur motivation. Donc, première motivation était économique. Donc, ils croyaient dans les promesses de Trump pour relocaliser l'économie. Mais le deuxième facteur le plus déterminant, c'était cette peur du political correctness. Et 62% des Américains ne croient plus avoir la liberté d'exprimer leurs pensées, ce qui inclut 50% des gens qui sont à gauche. Donc, il y a un vrai ressentiment par rapport à ça. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite en Australie, donc, où le parti de gauche, Labour, allait gagner. Et un footballeur polynésien a fait une remarque sur les gays, négative. Ça a été en première page de tous les journaux. Donc, c'est scandaleux que cet homme ose dire des choses pareilles, etc. Et donc, au moment de l'élection, 1,5 million de voix de Polynésiens s'est reporté vers la droite. Donc, c'est vraiment un facteur de division. Et c'est un facteur de division aussi à l'intérieur des groupes minoritaires. Donc, par exemple, à Chicago, la frange identitaire du mouvement des Noirs dans la ville a fait un accord pour avoir des cours de mathématiques ethniques, tout en étant d'accord de fermer les écoles publiques. Tu vois, et ça, c'est très inquiétant parce que quand tu regardes les demandes aujourd'hui de ces mouvements, ce sont quand même des demandes qui paraissent très dangereuses pour leur propre peuple, parce que quand on dit d'abolir la police, donc ils ne demandent pas la réforme de la police, ils demandent d'abolir la police. Donc il y a déjà 30% de crimes supplémentaires, de meurtres, etc., depuis quelques mois. Abolir les prisons dans un pays qui est ultra violent et où les criminels s'est armés, c'est aussi très problématique. Donc, ce sont toutes des demandes qui ne sont pas nécessairement des bonnes demandes pour les gens de leur propre minorité.
Euh, et donc, cette insécurité, c'est ce qui s'est passé dans les années 60, quand le mouvement civique s'est fait dépasser par les violences, donc les riots, je ne sais plus exactement quand ça s'est passé. Ça, c'est le moment où la réaction est devenue plus forte. Donc, quand l'insécurité favorise la droite. Je voulais juste rebondir sur une chose que tu dis pour articuler des éléments. Quand tu parles de mathématiques ethniques, ça me fait penser par exemple à ce groupe de personnes qui refusent que la Terre soit ronde parce qu'il y a amalgame avec les Occidentaux, en l'occurrence chrétiens qu'ils disent, puisque là on est encore sur autre chose. Hein. Et là, je pense que, je fais un parallèle, je pense que le Covid vient de nous exacerber cette situation, c'est-à-dire que nous avons une grosse remise en cause aussi de la notion d'expert, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre vouloir ethniciser la connaissance, qui voudrait dire par conséquent de se couper d'une science dont les résultats, quand ils sont objectifs, peuvent être considérés comme étant universels. Là, c'est remettre en cause encore une fois cet universalisme, mais pas au niveau des droits et de la politique, mais là au niveau de la science, et avec une remise en cause des experts. Et quand on voit le BINS, pour essayer de rester poli dans mes propos, qu'il y a depuis janvier sur cette question de Covid, où toutes les 5 minutes, on a des médecins experts qui viennent nous dire quelque chose qui est exactement le contraire de l'avis d'autres médecins experts, en fait, il y a une profession qui se décrédibilise en ce moment, c'est les médecins. Et par conséquent aussi les experts. Et en plus, ce qui m'épate, c'est combien des gens ont des avis sur des disciplines qu'ils ne connaissent pas. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du hors-sol, sur la question de l'arbre de connaissances qu'on s'est construit ou pas. Alors moi, je ne peux pas avoir un avis sur l'astrophysique. Si j'en ai un, je vais préciser que j'ai une opinion, que je fais un lien entre ma discipline et l'astrophysique, mais j'y connais rien. Donc, je ne vais pas aller me risquer dans un domaine qui a des années de discipline à la clé pour arriver à dire quelque chose. Mais aujourd'hui, sur YouTube et ailleurs, tout le monde a des avis sur la discipline du voisin. Bon. Donc, avec ce que ça a comme impact, et donc là, le lien que je fais aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on va revenir à quelque chose où on va avoir amalgamé la légitimité de quelqu'un versus le nombre de likes versus je le crois et je véhicule sa pensée. Et du coup, on est dans l'exacerbation des pouvoirs des uns contre les autres. Je ne suis pas en train de chercher à dire quelque chose, bon, je reviens sur l'intention, qui va être fructueux pour mon auditoire en essayant d'apporter un mix entre mon expérience, mes lectures et ma discipline ou mes disciplines. Non, je vais dire quelque chose parce que je prends le pouvoir sur un sujet, je m'en empare et je cherche à faire mon petit précaré égotique. Et là c'est vraiment, là aussi, une dérive qui me semble vraiment préjudiciable à la complexité qu'on a. Il ne s'agit pas de s'interdire d'avoir un point de vue sur la discipline du voisin, mais au moins d'avoir cette précaution de dire je vais essayer de dire quelque chose dans ton champ disciplinaire, mais je reconnais que je n'en suis pas. C'est pour ça que je commente peu sur ce que tu dis au niveau politique, parce que je n'ai pas investi autant de temps que toi en lecture, en connaissance et en analyse, et des classes sociales, et de la politique et de l'économie. Donc, je peux avoir un avis, mais je ne vais pas me mettre en expert de ce sujet-là. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet important. Quand tu parles des mathématiques ethniques, je me dis, on a un danger là, parce que ce qu'a cherché à faire la science, c'était de faire quelque chose d'universel. Mais quand effectivement, on amalgame la science au progrès technologique, qui n'apporte plus le progrès social, on revient sur l'ascenseur social qui est rompu, et que chacun cherche avec un phénomène de bouc émissaire chez l'autre la cause de ce dysfonctionnement, on a l'opposition de tous contre tous. Et on perd une qualité intellectuelle dans les ressources, les ressources, je veux dire, académiques, enfin les bases à partir desquelles on peut avoir un avis, et l'élaboration intellectuelle qui va permettre d'avoir quelque chose qui va être fructueux pour son auditoire, peu importe qu'on soit femme, homme, grand, petit, etc. Donc je pense que là, on a vraiment un souci, et ça ne m'empêche pas après de revenir sur la politique en redonnant l'élément, mais je voulais pointer comment
des éléments se mettent en termes de radicalisation sur des phénomènes sociaux et psychosociaux et sociologiques, pour des raisons que tu as citées, qui sont à la fois des raisons économiques et des raisons de rupture de ce changement. On l'a déjà dit plein de fois, ce paradigme moderne auquel les gens ne croient plus, mais on ne se rend pas compte de tous les délitements qu'il y a. À un moment donné, tu as parlé de plusieurs rationalités. Ça peut être une bonne chose, à condition que ces rationalités soient raisonnantes et pas que ce soit des rationalités qui soient d'opinion et qui soient projectives. Et si ce sont des vrais dialogues, des vrais débats, c'est-à-dire que tu dis quelque chose qui est la nature de l'influence, tu dis quelque chose, ça me féconde, j'ai envie de te renvoyer quelque chose que toi-même tu reprends, etc. Là, il y a débat, il y a élaboration. Mais si c'est tout ce que tu dis, je le prends pour le déconstruire et me battre contre toi, ça ne va pas. Donc voilà, c'était un élément là-dessus. Je regarde juste si on a fait le tour de nos éléments pour aller vers une conclusion. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais dire? Oui, je voulais juste dire, et peut-être on peut finir dans 15 minutes environ, maximum, c'est qu'on est en train de vivre aussi, on va dire, le côté négatif du pair à pair, si tu veux, de l'horizontalisme. Donc, il y a, il y a l'hierarchie qui, qui est présente dans la nature et dans les sociétés humaines, qui a des importants revers. Et d'une certaine façon, la gauche, l'égalitarisme, c'est une réaction par rapport à ça, et qui peut être vue pour moi comme une sorte d'équilibre. Donc, c'est-à-dire entre le vertical et l'horizontal, il y a le diagonal. Donc, quelle est la meilleure façon de combiner des éléments d'hierarchie, des éléments d'égalité? Et par exemple, l'expertise, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est d'une certaine façon plus vertical, parce qu'il faut du temps pour apprendre. Et donc forcément, tout le monde n'est pas en égalité au départ par rapport à une connaissance. Hem et donc pour moi, c'est un vrai problème parce que souvent, dans les réunions qu'on a, dans les mouvements horizontalistes, parfois j'appelle ça la démocratie de l'ignorance. C'est-à-dire que chacun veut avoir justement, tu faisais la différence entre avoir une opinion et une vraie connaissance. Ben tout le monde, s'arroge le droit, de parler, de tout. Et donc moi, je suis plutôt partisan de trouver des techniques d'équilibrage entre l'expertise et l'inclusion et de bien voir, quelles sont les formes hybrides, les plus productives. Donc ça, c'est simplement un élément que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Heu, je vérifie un peu si j'avais des choses, Alors, le temps que heu je glisse un propos. oui, C'est vas-y. que tu viens de dire, en fait, pose dans les deux cas la question du pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on a reproché aux pyramidales, c'est d'avoir un abus de pouvoir de celui qui est en haut de la pyramide sur les autres. Mais ce Oui, que tu aimes sur l'égalitarisme qui, quelque part, qui va dans son côté négatif, c'est quand il y a abus de pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'au principe de l'horizontalisation, on dénie la singularité de chacun. Et donc, ça, oui. dans les deux cas, on est toujours dans une question d'ego qui a besoin de pouvoir sûr. Et on n'est pas dans l'exercice d'une connaissance au service d'eux. Voilà, c'était un peu Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec la fameuse cancel culture, la culture de la cancellation, c'est vraiment ça, hein. C'est de la censure bottom-up. Donc, c'est des groupes de gens qui se mobilisent par Twitter et qui demandent qu'on punisse certaines personnes qui perdent leur emploi, qui ne peuvent plus parler, qui deviennent persona non grata. Et c'est une pression bottom-up qui se fait sur les dirigeants des universités, etc., etc. Et qui en général, aujourd'hui, se plient tout à fait à ces nouvelles exigences. Donc ça, c'est peut-être encore un élément quand même à mentionner, c'est quand même ce mouvement est quand même très fort soutenu par le capital. Donc il y a énormément de grandes entreprises qui financent, qui acceptent, les prémices de ces nouveaux mouvements. Donc ça aussi, c'est un élément que je trouve important,
à savoir. Alors, peut-être qu'on peut switcher maintenant vers le côté positif. Absolument. Et donc, moi, je crois qu'effectivement, il y a une perte d'identité institutionnelle, si on peut dire. Donc, les institutions ne fonctionnent plus très bien aujourd'hui pour donner une identité aux personnes. Et moi, je sais que j'avais ça quand j'étais jeune déjà. Donc, je ne croyais pas à l'école, je ne croyais pas à l'église, je ne croyais pas à la nation. J'avais déjà ça quand j'étais jeune, moi, donc dans l'année 60 et 70. Donc, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà ce délitement de l'identité. Et donc, moi, je comprends quelque part aussi les gens qui sont attachés à la nation, parce que c'était quand même une forme d'identité. Hein. On avait un espace commun, on avait une histoire commune, et c'était quand même inclusif. Il suffisait d'être citoyen, et il y avait des moyens pour acquérir la citoyenneté. Donc, c'était pas quelque chose c'était pas sanguin ou couleur de peau, c'était quand même un principe démocratique. Mais franchement, je crois que ça suffit plus aujourd'hui. Et donc là, je voudrais simplement mentionner l'aspect des communs. Donc moi, je crois que les communs, c'est aussi une identité, et c'est une identité contributive. Donc, c'est-à-dire que construire son identité par rapport à ses contributions. Donc, je suis un bouddhiste vegan qui croit pour les droits des animaux. C'est déjà trois aspects d'une identité à construire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est par rapport à ces contributions comme développeur logiciel libre, comme designer, enfin, tout ça fait que on se construit dans la contribution. Et c'est des systèmes ouverts. Donc, c'est aussi des systèmes qui sont en principe inclusifs. Donc, c'est-à-dire, on te demande de pouvoir coder, on ne te demande pas d'être noir ou blanc ou masculin ou féminin. Donc, a priori, ça peut vraiment créer pour moi des identités inclusives et diverses. Je vais donner un exemple. C'est l'un des aspects de mon travail quand j'ai travaillé pour la ville de Gand. Donc à Gand, il y a des écoles publiques qui achètent leur nourriture chez des firmes multinationales qui font de la bouffe, enfin mauvaise bouffe, on va dire. Et donc l'idée, c'était de faire comme à Copenhague et que 100% de la nourriture qui soit délivrée aux étudiants des écoles publiques à Gand, donc 5 millions de repas par an, se font localement, d'une façon écologique et d'une façon équitable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait donc faire des contrats avec les paysans bio de l'alentour de Gand, dans la biorégion gantoise. Ça voulait dire qu'il fallait un système de transport zéro carbone, donc les vélos cargo. Ça voulait dire réengager des cuistots, éventuellement aidés par des volontaires parmi les parents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un système de coordination et de coopération, qu'il y a des gens qui travaillent la terre, qu'il y a des gens qui travaillent avec leur corps, avec une expertise, par exemple, dans la cuisine. Et tout ça, on a besoin des geeks qui font tourner toute la machine informatique. Tu vois? Et donc, pour moi, c'était une des façons de concevoir une sorte de politique de la ville donc autour de projets locaux, de mobiliser toutes les populations dans la ville et de mettre ensemble aussi des populations immigrées, des populations qui sont là depuis plusieurs générations, etc., etc. Voilà. Donc ça, je voulais un peu dire, c'est qu'à mon avis, on doit reconstruire ce tissu relationnel au-delà des identités partielles et qui peuvent se projeter dans une construction commune. Et ça, ça peut se faire localement, mais ça peut aussi se faire translocalement, transnationalement. Et donc, je crois qu'à côté, on va dire, des identités territoriales, donc les gens qui sont liés à leur terre, qui sont dans la région, le pays, etc., il y a aussi des identités complémentaires qui peuvent se créer par une sorte de guilde, donc système d'identification avec
de l'expertise, des groupes humains organisés au niveau transnational dans un partage des connaissances. Donc voilà, ça c'est une proposition tout à fait modeste, mais c'est pour ça que parce que beaucoup des gens me demandent mais pourquoi tu es si hostile au mouvement identitaire, je vais être très clair là-dessus, parce qu'il est impossible de créer des communs dans cette situation-là. Du moment qu'on rentre dans cette logique identitaire, les communautés se clivent. Donc le mouvement des femmes aux États-Unis, le mouvement des knitters, je ne sais pas comment on dit ça en français, les églises évangéliques, toutes ces institutions aux États-Unis sont en train d'être clivées. Donc il est impossible de collaborer si tu ne reconnais pas comme personne est égale. Si tu considères que je n'ai pas la parole à cause de ma couleur de ma peau ou de mon genre, on ne peut pas travailler ensemble, sauf par soumission. Et ça, je peux encore l'ajouter. Aujourd'hui, quand ces mouvements identitaires parlent d'alliés, ce n'est pas des partenaires. C'est des gens qui sont soumis, ils sont privilégiés la rédemption passe par la soumission aux ceux qui se considèrent le plus opprimés. Donc c'est foncièrement une relation qui n'est pas égalitaire, qui est hiérarchique. Et peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné, je rentre dans le négatif là, mais je voudrais quand même mentionner ça, c'est aussi, il y a des gens, je suis d'accord avec eux, qui voient ça comme une hérésie chrétienne. Quoi, Parce que quoi ça? le mouvement identitaire comme une hérésie chrétienne. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, c'est original sin, donc c'est, comment on dit ça en français, le péché originel. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que sont tes intentions, tu es déterminé par la couleur de ta peau. Donc tu as le péché originel. Puis tu as la prise de conscience et la confession. Ce qu'on appelle chez eux, c'est the struggle session. Donc on te call out, on te critique et on t'attaque, et on te demande de reconnaître tes péchés. Et alors la rédemption, c'est la soumission. Donc c'est quand même une structure qui est énormément typée par des religions. Mais c'est une religion sans libération. C'est ça qui est problématique. Donc ce n'est pas une religion qui mène à une transcendance avec des pratiques et des psychotechniques Non, c'est une religion qui mène à la soumission permanente sans aucune voie de libération. Et c'est bien pour ça que c'est quelque chose qui est tout à fait régressif et négatif. Ok, alors juste une petite chose, un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est typique des 3 religions du livre, pas juste de l'aspect chrétien, parce que cette stigmatisation de l'autre, on la retrouve dans les 3 religions du livre et on pourrait la retrouver bien ailleurs. Je reviens juste sur l'aspect conclusif de notre propos, sur vers quoi ouvrir. Donc, en ayant 2 parcours différents, toi par les communs et moi par la coopération, et tous les 2 motivés par la transition, pour moi, pourquoi c'est si important de mentionner ces problèmes de radicalisation et d'opposition? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous fait régresser vers de la violence, c'est-à-dire le contraire de l'altérité. Et pour moi, la voie de la solution, la possibilité d'issue, c'est le dialogue. Mais le dialogue veut dire que je te reconnais comme différent. Et donc, on est plutôt dans qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à construire vers l'altérité, et toutes les pratiques qui ont à voir avec la coopération, l'intelligence collective et autres ont comme présupposé la base qui est je te reconnais dans ton altérité. C'est pour ça qu'on a placé ça, nous, d'abord sur l'altérité, parce que s'il n'y a pas ce présupposé-là, tu ne peux pas avancer. Mais ça fait d'autres présupposés en amont. C'est-à-dire que je suis dans un premier présupposé sur la nature humaine, c'est-à-dire que je la considère comme étant positive a priori. Je vais être dans un paradigme de paix économique, paix sociale, etc. C'est-à-dire que je prends comme base d'abord la paix et le fait que l'être humain est d'abord coopératif et qu'il est compétitif de façon marginale, que le contraire. Et à partir de là, je vais poser le respect de l'autre et de son altérité comme étant un fondement pour co-construire et coopérer. Et donc, ce sont des bases qu'on va retrouver effectivement dans les communs, surtout que dans ce que tu décrivais des communs, il y a des parties où les gens se voient physiquement sur un territoire, et il y a des parties où les gens ne se voient pas forcément quand on est sur la partie geek et Internet. Bon. Mais
on peut avoir une vraie clé, pas mais, et on peut avoir une vraie clé de résolution avec les territoires parce que, comme tu l'as mentionné, les réseaux sociaux et Internet, avec les algorithmes, nous clivent un maximum en termes de communauté et nous ramènent toujours à le même que soi. Le même que soi ne nous fait pas rencontrer l'autre. Et le Covid vient en rajouter une couche, en nous ramenant chez nous, en nous confinant chez nous, en nous confinant dans les mêmes, et donc fait tout pour déstructurer le lien social. Donc, il ne peut pas y avoir effectivement de commun réussi si on ne l'inscrit pas dans un territoire, et dans un territoire, de facto, on va avoir de la diversité. Parce que dans nos pays, eh bien, il y a de la pluralité sociale partout sur les territoires. Donc, on ne va pas pouvoir mettre en place une politique urbaine et une politique de ville ou de commune ou d'agglomération si on n'est pas dans la prise en compte de la diversité. Mais si on est en même temps dans un moment de notre histoire où tout le monde se fiche sur la figure par communautarisme et qu'on est dans des luttes identitaires, on va avoir quelque chose qui va s'affronter. Donc, c'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se radicaliser dans la tête de certaines personnes qui se pensent en honnêteté du côté du progrès, qui autrefois était qualifié de gauche. Moi, je n'ai jamais dit si j'étais de gauche ou de droite. Je suis plutôt du côté du progrès de l'humanité et de l'évolution de conscience. Mais en tout cas, on pouvait imaginer que ce qui était du côté du progrès pouvait s'amalgamer à une capacité à ce que tout le monde puisse s'exprimer, à une prise en compte de la pluralité des points de vue. Et comme tu le disais, on dirait qu'il y a un renversement, c'est-à-dire que pour le respect des identités, on est en train de cliver les gens, et donc du coup, on n'est pas du tout dans cette pluralité de points de vue. Oui, mais voilà, c'est-à-dire on est dans une diversité au niveau des aspects extérieurs, Et pas au mais niveau. ce qu'ils veulent pas, c'est une diversité de l'opinion. Et donc, Donc il y a une sorte de diversité qui remplace une autre. Et donc, le problème majeur que ça pose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas construire les communs, comme tu le dis si bien, si on n'est pas dans un respect de l'autre. Donc, si on a une horizontalité qui n'est pas mature, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la singularité des gens et leur contribution dans leur diversité, et qu'on veut que tout soit nivelé, le défaut, c'est qu'on nivelle toujours par le bas, on nivelle pas par le haut. Donc ça, c'est un vrai problème. Et si les gens qui veulent pousser ça ne sont pas conscients de cette complexité et de comment acquérir cette capacité à fonctionner ensemble dans nos diversités, en se respectant, pour arriver à co-construire ensemble, c'est difficile. Donc effectivement, moi, je conclurai sur cette nécessité du dialogue, cette nécessité de penser du tiers. Tu parlais de méta tout à l'heure, c'est de ça dont il s'agit. Il y a un point de vue, un autre, essayons de penser au-delà, quelque chose d'inclusif, quelque chose qui permet qu'il y ait de l'espace à chacun et de l'espace au débat, de l'espace à la pluralité des arguments et au dialogue. Et avec ça, on peut construire effectivement du commun qui peut être une réponse à la fois intellectuelle, économique et politique pour répondre sur des territoires à des problématiques complexes et qui permettent d'inclure toutes les personnes. Un mot de conclusion de ta Très bien dit. Non, non, très bien dit. Je pourrais rien ajouter à cette très belle conclusion. Merci Michel pour ce temps que tu nous as offert. Merci à nos auditeurs pour cette conversation Pensez demain. Au grand plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Merci à tous de la part de la Peer-to-Peer Foundation et d'Altercop avec Michel Bawens et Christine Marsan. Merci beaucoup. Au revoir.